Lors d'une récente interview, la voix japonaise du protagoniste Monkey D. Luffy Mayumi Tanaka a récemment déclaré que cela pourrait prendre plus de 7-8 ans avant la conclusion du manga One Piece. Et même si cela est bien plus que les déclarations anciennes de l'auteur, cela nous semble cohérent lorsqu'on voit tous les mystères à résoudre dans le manga. Car Oda a laissé de bien trop nombreuses intrigues en suspens, et quelques années nous semblent vraiment trop court. Parmi ces intrigues encore inexpliquées, on en trouve énormément dans un seul arc qui est la rêverie. Principalement développé en off, de nombreux événements extrêmement importants pour la suite du récit ont eu lieu sur Marijois et tous les fans de One Piece attendent les réponses à leurs questions. Entre le gouvernement mondial, Im les révolutionnaires, la potentielle mort de Sabo, Kuma, le chapeau de paille géant, les armes antiques, le nouvel amiral ou encore la venue de Shanks au Korosek, bienvenue chez les Rocks Pirates, vous êtes au bon endroit pour avoir la réponse à vos questions, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître tous les mystères de la rêverie. Et bonsoir à tous mes Nakama, ça faisait longtemps. Après une très longue ellipse avec Akira et moi, on a décidé de reprendre les vidéos. Et quoi de mieux que le retour de One Piece après une pause d'un mois d'Oda pour revenir et vous faire une énorme vidéo théorie-analyse sur la rêverie et les éléments que les derniers scans de One Piece nous ont apportés. Alors mes frérots, n'hésitez surtout pas avant que la vidéo commence à vous abonner et à bombarder cette barre de like. Il faut absolument se mobiliser un maximum pour faire revenir les stats de la chaîne car après 6 mois d'absence, YouTube sera impitoyable avec nous et on risque de vraiment être très bas dans les stats. On compte sur vous pour commenter la vidéo et partager car c'est la meilleure façon de nous soutenir. On va revenir toute l'année avec des vidéos de plus en plus régulières, c'est fini les longues pauses. Il est enfin là le retour des Rocks Pirates avec l'arc final de One Piece et très bientôt la reprise du manga Hunter x Hunter comme on vous l'avait prédit dans notre ancienne vidéo. Et sans perdre plus de temps, on passe tout de suite à la vidéo principale qui se tiendra en 3 parties. La première portera sur le rôle du nouvel amiral Ryokugyu, la deuxième sera sur le véritable plan de Shanks le Roux et enfin dans la dernière partie, nous aborderons tous les mystères qui règnent sur la rêverie. Alors sans perdre plus de temps les frérots, c'est parti. Ça y est, et enfin on l'attendait tant, le dernier amiral de la marine est arrivé à Wano Kuni. Et avec les derniers scans d'Eiichiro Oda, nous avons plus d'informations sur le taureau vert. En effet, il possède le Logia de la forêt, ce qui résout donc un premier mystère le concernant, qui est celui qu'il puisse jeûner comme on a pu le voir sur Marijoise. En effet, ce dernier peut donc se nourrir grâce à la sève des arbres qu'il produit. Son fruit est extrêmement puissant, on a pu le voir notamment lorsqu'il l'a utilisé à Udon ou même contre les fourreaux rouges, il change tout son environnement en forêt, ce qui nous permet d'éveiller la possibilité que son fruit est éveillé. Et avec ce nouveau personnage qui est le taureau vert, Eiichiro Oda remet sur la table l'un des sujets les plus emblématiques du manga, qui est celui de la justice. L'auteur nous dévoile les intentions du nouvel amiral Ryokugyu, qui s'oppose à la vision de la justice de Fujitora et Aokiji. On découvre donc un amiral complètement soumis sans nuance au dragon céleste, comme un bon golem. Sa vision des pays non affiliés est radicale et se rapproche d'Akainu, la justice absolue, propre, nette et sans bavure. Il en va même jusqu'à expliquer que la discrimination est un réconfort et qu'aucune loi ne doit être enfreinte à l'instar de son supérieur Akainu qui prône la destruction du mal à la racine. Et vous l'avez celle-là, Racine Ryokugyu. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant on dispose de toutes les visions des amiraux de la marine, ce qui permet de les scinder en 2 camps pour la guerre finale. Seulement un homme viendra troubler le combat de Ryokugyu, un homme qui peut surpasser un amiral, un homme donc qui son haki roi est tellement puissant que les gens s'écroulent devant lui, qu'il ne peut être qu'un empereur des mers. La saga finale du manga One Piece arrive enfin, et nous allons apporter des réponses aux nouveaux éléments qu'Oda a introduits dans les 2 derniers chapitres. Nous allons répondre à la question « Que fait Shanks à Wano Kuni ?» À l'approche du film Red, tous les projecteurs sont sur l'équipage de Shanks le Roux. On retrouve ce dernier dans les alentours de Wano, avec son équipage qui propose à Shanks de revoir Mugiwara, car ce dernier est devenu le grand pirate qu'il rêvait tant. Puisque récemment devenu un grand empereur, promesse qu'il avait tenue à Luffy au début de l'aventure, le Kiro et les autres membres de l'équipage veulent tous revoir Luffy, sauf Yasopp, parti chercher du lait, et Ben Beckman, qui ne parle pas. Et c'est là qu'on observe quelque chose de spécial avec Shanks et Beckman, qui semblent savoir bien plus de choses que le reste de l'équipage. Shanks est nostalgique du passé sur l'Euro Jackson, où il est déjà passé à Wano et se rappelle de Momo et Iori. On voit donc le flashback avec Wuzu et le fait qu'on voit le fruit du démon d'Unika Gomu Gomu no Mi n'est pas un hasard, et cela pourrait être la clé des agissements mystérieux de Shanks. Notre ancienne théorie sur Shanks est toujours disponible, allez la voir, elle est disponible en fiche. Shanks semble avoir tout calculé et le fait que Luffy doit toujours attendre avant de le revoir n'est pas un hasard. Luffy est devenu un grand pirate depuis longtemps. Depuis Dressrosa, Luffy est arrivé dans les hautes sphères de la piraterie et pourtant Shanks semble toujours repousser leur rencontre. Pourtant Shanks peut aller où il veut et quand il veut, et revoir les Mugiwara n'est pas un problème pour lui, alors pourquoi ne va-t-il pas le voir? Comme excuse, le roux nous parle de Bartholoméo de la flotte de Luffy. En effet, dans une mini-aventure, Bartholoméo brûle l'étendard de Shanks pour le remplacer par celui de Luffy. Shanks avance, comme ce dernier fait partie de la flotte de Luffy, pour son honneur il veut remédier à ce problème avant de revoir Mugiwara. Cela sonne clairement comme une excuse bidon pour cacher la vraie raison de pourquoi Shanks ne veut pas revoir Luffy maintenant. La vérité est que Shanks ne veut pas revoir Luffy, et ce n'est certainement pas dû à cause de Bartholoméo. Shanks avance le fait qu'il doit s'occuper de Bartho pour sa réputation.
Pourtant Shanks se fout de sa réputation, il connaît sa vraie valeur. On voit ici un parallèle avec le tout premier scan de One Piece, avec Obar, Iguma et sa bande qui sont venus l'humilier. Et Shanks rigole car il sait qu'il les malaxe aisément. Son équipage aussi rigole, ce qui montre que cet esprit ne ressemble pas du tout à l'équipage du Roux. Et pourtant Luffy qui était enfant n'était pas de cet avis et interpelle Shanks en lui demandant de riposter pour sa réputation, car sinon selon Luffy il serait la honte de tous les pirates. Shanks répond à Luffy, quand tu seras plus grand, tu comprendras peut-être. Luffy a pourtant grandi et ça serait donc Shanks qui aurait changé son point de vue? Cela ne tient pas. La vérité est que cela est lié au rôle de Luffy comme réceptacle du Gobo Gobo no Mi. Mais alors pourquoi Shanks est à Wano si ce n'est pas pour Luffy? Shanks balance ensuite l'énorme dinguerie dans ce scan, qui lui aussi est dans la course pour le One Piece. Lui qui sait que Roger est arrivé trop tôt, il connaît l'importance de Luffy et qu'il est le Joy Boy. Et c'est lui qui lui a donné le chapeau de paille et son fruit du démon en connaissance de cause. On pourrait avancer que Shanks serait à Wano pour récupérer le Road Poneglyph. Seulement dans le 1055, Shanks n'est même pas allé voir le Poneglyph même si on en parle dans le même chapitre. On peut donc aisément avancer que Shanks est déjà au courant de l'emplacement de Raftel, mais il attend quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Par la phrase de Roger, nous sommes arrivés plus tôt, il manquait une clé. Et cette clé c'est évidemment le Joy Boy, Luffy au chapeau de paille. Seulement pour Shanks, ce n'est pas encore l'heure de le rencontrer. Le Roux attend donc la venue de Luffy sur Raftel pour enfin le retrouver, car c'est lui, Nika, le Joy Boy, qui est la seule et unique clé pour le One Piece. Depuis le début, tous les empereurs étaient dans la course pour le One Piece, y compris Shanks. Serait-il désormais un antagoniste de Luffy? Seul Eiichiro Oda nous le dira dans la suite du manga. Bien que Luffy soit un empereur, on voit bien l'énorme différence de puissance entre les deux avec la démonstration de force de Shanks sur l'amiral Ryokyu. Luffy doit entraîner son haki pour faire partie des plus grands. Il a enduré son haki de l'observation lors de son combat contre Katakuri. Il a travaillé son haki de l'armement à Udon avec le papy Yogoro. Et enfin, il a obtenu son éveil sur Onigashima. Il reste donc à Luffy le haki des rois à passer d'une catégorie supérieure pour s'affirmer en tant que nouveau roi des pirates. Dans le chapitre 1055, Sukiyaki, qui était en fait le Tengu, le père d'Oden, nous dévoile des énormes dingueries sur le siècle oublié et les armes antiques. Bien qu'il se passe des énormes dingueries sur Wano avec notamment le Road Poneglyph et donc les révélations sur Pluton, on en a presque oublié que Wano était une bulle et qu'autour se passaient des choses bien sombres, notamment du côté des dragons célestes et de la rêverie. Alors que de l'autre côté de Red Line, le monde passe dans sa nouvelle ère avec le frère de Luffy qui a déclaré la guerre aux dragons célestes. Cette guerre finale qui va bousculer l'ordre établi depuis des centaines d'années par le gouvernement mondial, car pour tous ceux qui se tiennent dans l'ombre depuis le départ, il est temps de bousculer l'ordre établi, il est temps de régler toutes les injustices et de les cesser, il est temps de la révolution. Sabo, le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire, a assassiné le souverain du royaume d'Alabasta, le roi Cobra. Voici le titre du dernier journal de News Morgans qui est paru dans le monde entier et qui aura des conséquences énormes sur la fin de l'œuvre. Ces news sont-elles véridiques et que se passe-t-il réellement à la rêverie? Ce sont les deux questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Résumons les faits d'armes que l'armée révolutionnaire a effectués à la rêverie selon le journal de News Morgans. Premièrement, ils ont récupéré Bartholomew Kuma qui était retenu prisonnier par les dragons célestes en tant qu'esclave. On voit mal l'intérêt à ce que cette information soit fausse, alors pour nous c'est quasiment 9 sur 10 voire 10 sur 10 de sûreté. En sachant que Bonnie était aussi dans le coup, le retour de Kuma dans l'armée révolutionnaire est un apport non négligeable. Ensuite, les révolutionnaires ont détruit le symbole de la noblesse mondiale, le grand drapeau qui se tenait en haut de Marie-Joise. Probabilité de l'événement 10 sur 10, on sait que c'était la mission principale de Sabo, déclarer la guerre aux dragons célestes, et cela est confirmé par la marine, c'est forcément quelque chose de véridique. Et encore une fois, les conséquences sont énormes, des vagues de rébellion dans le monde entier, le gouvernement mondial en alerte, et c'est la grande guerre qui va enfin débuter. Ensuite, nous en venons à la disparition de la princesse Vivi. En effet, cette princesse est portée disparue juste après le meurtre de son père. Et quand on sait que Im-sama voulait la détruire, cela est vraiment plausible. Cependant, quel côté l'a capturée? Serait-ce les révolutionnaires qui l'auraient pris comme otage? Ou alors du côté du gouvernement mondial, puisqu'elle représente une réelle menace pour eux. En effet, le fait qu'elle est de la famille Nefertari ou encore ses liens étroits avec l'arme antique Pluton ou Uranus permettent de déduire que Vivi est une personne extrêmement importante à éliminer pour le gouvernement mondial et pourquoi pas à prendre en otage du côté des révolutionnaires. Les révolutionnaires auraient compris l'intérêt que porte le gouvernement mondial à son égard et l'auraient capturé afin de lui soutirer des informations sur l'arme antique Pluton ou encore pour la garder en otage du point de vue du gouvernement mondial. Seulement lorsqu'on connaît les liens qu'elle entretient avec Luffy, il est fort probable qu'au final, elle devienne amie avec ces derniers. Ou alors cette dernière est simplement prisonnière dans les sous-sols de Marie-Joise, mais je vois pas l'intérêt au gouvernement mondial ou à Morgans de faire fuiter l'information. Le Gorosei aurait peut-être raté leur coup sur Cobra et aurait décidé de capturer la princesse, et un témoin aurait pu relater les faits à Morgans. En effet, beaucoup de possibilités sont sur Vivi, alors c'est pour ça qu'on met un indice de 5 sur 10. Elle n'est très certainement pas morte, mais portée disparue ça c'est certain, mais par qui et comment, dans quelles circonstances, ça on n'en sait rien pour l'instant. Un changement d'air est arrivé et l'un des principaux événements qui la précipite serait la potentielle mort de Cobra. Le très emblématique
emblématique roi d'Alabasta possède un rôle essentiel sur l'échiquier politique de One Piece. En effet, on sait que ce dernier est problématique pour le gouvernement mondial, car c'est le seul descendant des dragons célestes qui a décidé de rester sur la terre ferme et de s'opposer ainsi au gouvernement. Kobara prévoyait de s'entretenir avec le Kurosei, car il avait peut-être remarqué quelque chose sur le gouvernement mondial, sur les armes antiques ou encore le siècle oublié. Ces derniers, par le biais de Im, auraient pu décider de le faire taire en le tuant et en rendant pour coupables les révolutionnaires qui passaient par là. Ça serait pour eux l'alibi parfait qui permettrait d'effacer un élément problématique selon eux et en plus de trouver un bouc émissaire avec Sabo et les autres qui en même temps les attaquaient de front, quoi de mieux pour faire passer un meurtre inaperçu. Sinon l'autre possibilité plus plausible est que Cobra n'est pas mort. En effet, lorsqu'on connaît le rapport à la mort d'Eiichiro Oda et dans One Piece, les personnages meurent très rarement et encore plus si la mort est en off à part dans les flashbacks. Seulement ici il n'est pas le cas d'un flashback et Cobra est un personnage très important. Avec Akira, on a vraiment du mal à croire à la mort de Cobra, et encore plus dans ces circonstances. Il pourrait très bien rester prisonnier par le gouvernement mondial qui aurait préféré le porter comme mort, afin d'éviter les problèmes, car ce dernier possède un lien étroit avec Pluton et les armes antiques, qui sont en plus mentionnés dans le chapitre suivant. Une autre théorie qui nous plaît beaucoup est celle de la fausse mort de Cobra. On sait que Bon Clay est le nouvel élément de l'armée des révolutionnaires. Ce dernier a la capacité de pouvoir, en se touchant le visage, modifier son apparence, et quand on sait qu'à Alabasta il avait déjà pris l'apparence du roi Cobra, il est fort probable qu'il ait simulé sa mort en imitant son visage et son corps. Mais alors pourquoi faire? Eh bien ils auraient pu simuler sa mort pour prendre la fuite avec lui et pour lui soutirer des informations sur les armes antiques, ou tout simplement pour le garder en otage. Selon nous, la probabilité que Cobra soit réellement mort est assez faible et serait de l'ordre de 1 sur 10. Le fait qu'on parle des armes antiques dans le chapitre suivant et que Pluton est extrêmement lié à Cobra n'est pas un hasard. On apprend que l'une des armes capable de détruire le monde se situe sous Wano. L'ancien Wano a été ensuite recouvert d'eau qui n'est pas de l'eau de mer, et la politique isolationniste du pays a été mise en place pour protéger ce trésor, qui est donc l'arme antique Pluton. Mais alors comment s'est passé le processus pour camoufler l'arme antique? Nous allons vous l'expliquer tout de suite. Sukiyaki le Tengu précise qu'il ne s'agit pas de l'eau de mer qui a recouvert Wano. Et ce détail qui peut paraître anodin est en réalité très important, vous allez voir. Deux possibilités semblent se dégager. La première est celle de l'arme antique Uranus qui contrôle le ciel. Pendant le siècle oublié, l'ancien royaume aurait pu faire pleuvoir de l'eau au niveau de Wano afin de protéger l'arme antique Pluton. Il ne s'agirait donc pas d'eau de mer et en plus les armes antiques semblent extrêmement liées entre elles, ce qui expliquerait l'utilisation d'Uranus. La deuxième possibilité est plus célèbre et vous l'avez certainement vu sur les réseaux, est celle de l'utilisation de Zunesha, l'éléphant géant à la patte assez longue pour pouvoir passer de l'autre côté des frontières de Wano et donc ramener de l'eau pour ensevelir une partie de la ville. Seul problème est celui de l'eau salée, car Zunesha puiserait l'eau directement dans la mer. Il y a aussi possibilité que Zunesha ait purifié l'eau de mer en eau douce, ce qui explique pourquoi cette eau ne fait pas couler les utilisateurs de fruits du démon. Et selon vous, quelle est la théorie qui vous plaît le plus? Dites-nous tout dans les commentaires. Bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo théorie. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, ça nous fait extrêmement plaisir. Avant de partir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire pour donner votre avis sur la théorie et surtout à partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas le Discord et le Twitter de l'équipage qui sont actuellement en description. Venez nous rejoindre, on est amical, on est entre nous, entre équipage, n'hésitez pas, venez tout de suite. Et sur ce, merci encore à vous d'être restés jusqu'à la fin et on vous dit à bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, c'était Léon. Vous épec en string.